Merci Nada. Donc oui, dans la série des webinaires du projet Égout, on est super heureux d'accueillir Catherine et Marion parce qu'on est gourmands de les écouter. On en avait parlé depuis un petit moment. Et puis, elles ont beaucoup travaillé, encore répété, je ne sais plus, hier ou avant-hier, pour nous parler des égouts, du fonctionnement et de la manière dont on gère les différents rejets et les problématiques que ça amène. Alors, Catherine Carré est professeure à l'université Paris 1 et affectée au laboratoire l'ADIS, où elle fait sa recherche. Et Marion travaille au service technique de l'eau et de l'assainissement à la ville de Paris. Mesdames, comme on dit, the floor is yours. La piste est à vous. Merci Marion. Est-ce que ton micro fonctionne bien? Je pense que oui. Eh Vous bien, m'entendez tous? oui, moi Ah. oui. Alors, pourquoi on voudrait vous présenter ce diaporama? Alors déjà, pour remettre le projet Égout dans son contexte, qui est celui du réseau d'assainissement parisien, et puis pour répondre à des questions qui sont souvent posées sur le réseau des égouts, et éventuellement éclairer des aspects qui sont moins connus du système d'assainissement parisien. Alors, dans un premier temps, on va vous parler de l'origine des eaux qui vont se retrouver dans les égouts parisiens. Ensuite de ça, on va regarder un peu plus précisément ce qui transite dans ces égouts. On va examiner ces eaux d'un peu plus près. Ensuite, nous allons nous intéresser à la manière dont les eaux sont gérées et aussi comment elles interagissent avec le réseau d'assainissement parisien. Et puis, à la fin de notre présentation, on va vous parler de ce que deviennent ces eaux à l'autre bout du réseau. Donc, pour commencer, qu'est-ce qui arrive dans les égouts parisiens? Quelles sont les eaux qui arrivent dans les égouts parisiens? Donc, vous avez compris qu'on a un prisme qui est vraiment celui du programme égout. On ne va pas tout dire du système d'assainissement parisien. On va vraiment se focaliser sur ce qui se passe depuis le moment où nous utilisons ces égouts à travers les rejets dans nos toilettes, dans nos cuisines, dans nos salles de bain, et puis la façon dont ça va se retrouver dans les avaloirs pour ce qui est de l'eau de pluie et directement dans les petites canalisations. Et vous voyez le démarrage de la toute petite ligne d'égout en bas de l'immeuble qui va donc permettre ensuite de pouvoir rejoindre la station d'épuration. Il nous a paru important de rappeler dans la maison ce qu'on pouvait avoir. On a aujourd'hui de l'eau potable. Alors ça, on va y revenir. Pourquoi est-ce que c'est de l'eau potable qui arrive dans les toilettes? C'est des questions qui reviennent assez souvent. On a aussi à Paris, à côté donc de la récupération de ces eaux de pluie, de ce réseau d'eau potable et puis du réseau d'assainissement, on a un réseau d'eau potable. Ça, c'est vraiment une particularité du fonctionnement de la ville de Paris. C'est une eau qui n'est pas traitée, qui est récupérée à l'amont de Paris, plutôt du côté de la Marne, qui est une eau non traitée, mais qui va être utilisée pour laver les voiries, qui va être utilisée même pour arroser les jardins, et puis qui va être utilisée à l'intérieur du réseau d'assainissement pour pouvoir faire un effet de chasse et chasser donc ce qui peut s'accumuler régulièrement dans les canalisations. Diapo suivante. Diapo suivante. Alors, il nous paraissait intéressant de remonter à l'origine de la mise en place de ce réseau, un réseau qui est lié aussi à la voirie, puisque vous voyez que cette voirie aujourd'hui en ville, les rues que nous avons sont des rues légèrement bombées, où l'eau de pluie va tomber sur les trottoirs qui, eux, sont en pente inclinée, et la voirie, elle, est bombée, ce qui fait que sur le côté des trottoirs, vous récupérez à la fois de l'eau de pluie, et puis vous récupérez aussi les eaux usées qui arrivent depuis les immeubles. Au démarrage, dans ces réseaux d'assainissement, il n'y a que de l'eau de pluie. Là, ce que vous voyez, c'est une image de Paris au début du XXe siècle. Vous voyez que ce sont des villes où il y a des chevaux. Il y a 80 000 chevaux à Paris. Vous voyez aussi que ce sont des villes où il n'y a pas encore forcément de ramassage de poubelles. Ça va se mettre en place à ce moment-là. Et toute l'idée dans la deuxième moitié du XIXe siècle, c'est de traiter d'abord ces eaux de pluie, puisque vous vous doutez qu'en hiver, si l'eau de pluie n'est pas récupérée et si elle stagne, elle gèle.
Donc, les trottoirs et les rues étaient des véritables patinoires. Et l'été, c'était des véritables puanteurs avec tout ce qui pouvait s'accumuler. Donc, la première idée, ça va être de récupérer l'eau de pluie. Et c'est ce qui se met en place dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est sur ce réseau d'eau de pluie que va se greffer ensuite la récupération des eaux usées, qui sont d'abord des eaux des égouts, enfin qui sont d'abord les eaux des toilettes, puisqu'il n'y a pas vraiment d'eau potable et il n'y a pas vraiment d'eau non plus dans les immeubles. Et progressivement, au fur et à mesure qu'on va améliorer l'alimentation en eau, eh bien, les Parisiens vont disposer d'une eau potable. Et c'est pour ça qu'on a de l'eau potable aujourd'hui dans les toilettes. Donc, on a aujourd'hui ce système qui est dit un système unitaire, où on récupère d'abord les eaux de pluie, et puis progressivement, on met dessus les eaux de toilette. Et ce qui veut dire qu'on a ce fameux tout à l'égout qui se met en place à la fin du XIXe siècle. Mais ce n'est pas un tout à l'égout en disant mettez donc toutes vos cochonneries dans les toilettes. C'est un tout à l'égout qui veut dire on met les eaux des toilettes en même temps que l'eau de pluie. La suite. Donc, pour bien vous faire comprendre à quel point c'est une spécificité parisienne, ce réseau unitaire, il faut bien comprendre que la plupart des réseaux en France à l'heure actuelle sont des réseaux dits séparatifs. Un réseau séparatif, c'est quoi? C'est en fait un réseau où on va envoyer les eaux usées dans un réseau d'eau usée, un réseau d'assainissement. Ces eaux usées vont être acheminées en station d'épuration où elles vont être traitées. Et les eaux de pluie, par contre, vont être envoyées dans un réseau pluvial. Comme elles sont considérées comme propres, elles vont être envoyées directement au réseau naturel. À Paris, on a un seul réseau unique qui recueille à la fois les eaux usées et les eaux pluviales. Alors, l'avantage, c'est qu'on ne peut pas avoir d'erreur de branchement comme on en a régulièrement sur les réseaux séparatifs, avec des eaux usées qui vont se retrouver directement dans le milieu naturel. Mais l'inconvénient, c'est que en cas d'intempérie, on peut avoir des variations de débit très importantes qui peuvent potentiellement entraîner des rejets directs dans le milieu naturel. Parce que le réseau d'assainissement ne peut accepter l'eau que jusqu'à un certain volume. Alors, pour bien être très précis, la majeure partie de Paris est en réseau unitaire, mais dans les nouveaux quartiers, on a installé des réseaux séparatifs parce qu'on considère que c'est plus vertueux. Donc, ces eaux, en fait, donc, pour revenir sur les particularités du réseau d'assainissement parisien, donc on a dit qu'il était unitaire. Une bonne partie du réseau est aussi visitable, c'est-à-dire qu'en fait, on peut se promener dans le réseau et ce réseau en fait, il sert d'hébergement aux autres, la plupart des autres réseaux, réseau d'eau potable, réseau d'eau non potable, les réseaux des concessionnaires, la fibre, le téléphone, etc. Et enfin, une dernière particularité de ce réseau, c'est un réseau qui est essentiellement gravitaire, c'est-à-dire que l'eau va s'écouler naturellement vers une pente nord-ouest pour aller rejoindre ensuite le réseau du SIAP, le syndicat interdépartemental d'assainissement de l'agglomération parisienne, qui va prendre en charge le transport de ces eaux usées et leur traitement dans les stations d'épuration. On verra en quatrième partie. Alors, il nous paraissait important de rappeler que on paye aujourd'hui l'eau sur une facture d'eau. C'est l'usager qui paye l'eau et ce prix de l'eau, il est décomposé en une partie pour l'eau potable, ensuite une partie pour l'assainissement et enfin une partie qui va aux agences de l'eau et aux comités de bassin, c'est-à-dire l'ensemble des usagers qui sont représentés par grand bassin pour décider d'une affectation de l'argent soit pour améliorer l'assainissement, soit pour pouvoir améliorer le fonctionnement des rivières. Ce qui nous paraît aussi intéressant, c'est ce prix de l'eau. Donc ça, c'est le prix parisien de l'eau. Vous êtes à 3,84 € du mètre cube. Et à chaque fois, il y a toujours une idée que finalement, un mètre cube, c'est 1000 litres par rapport à un litre d'eau qu'on va acheter en bouteille et le prix que ça va représenter. Et c'est une eau qui est en plus livrée à domicile. Vous remarquerez que dans ce prix, aujourd'hui, la moitié concerne l'assainissement. Ça, c'est une nouveauté, si on peut le dire de cette façon-là, depuis les années 1990, c'est-à-dire le moment où on a, au niveau européen, décidé que un des problèmes de la qualité des rivières, c'était la question des rejets domestiques ou assimilés.
Donc, on avait des villes qui n'avaient pas d'épuration ou une épuration extrêmement réduite, avec uniquement un égrilleur, ce qu'on va voir après, et vraiment une élimination d'un traitement le plus simple possible. Donc, à partir des années 1990, avec une directive européenne qui est la directive des rues de 1991, on va voir le prix de l'eau de l'assainissement augmenter. Et c'est vraiment la partie de l'assainissement qui fait la différence. Alors, la suite, je peux vous la continuer, cette courbe, en vous disant que le prix de l'assainissement va continuer de monter et que le prix de l'eau va certainement continuer de monter aussi. Ça, c'est pas pour initier une discussion, c'est simplement pour indiquer aujourd'hui la tendance de cette attention que l'on a à cette qualité de l'eau qui est traitée dans les stations d'épuration. Alors, nous avons donc parlé de l'origine des eaux qui arrivent dans l'égouts parisien. Maintenant, on va examiner ces eaux de plus près pour regarder en détail ce qui y circule. Alors, tout d'abord, on va parler en termes de flux. Sur Paris, en 2021, ce sont 273 millions de mètres cubes d'eau qui ont été collectés. Donc, ces eaux, ça représente des eaux usées essentiellement, mais aussi des eaux de pluie. Alors, évidemment, on ne sait pas faire la différence entre eau usée et eau de pluie dans ce qui circule, mais on peut faire la différence entre ce qui circule en temps sec, et qui est donc considéré exclusivement des eaux usées, et ce qui circule en temps de pluie, qui représente un mélange d'eau usée et d'eau pluviale. Et malheureusement, en 2021, on a eu des surverses sans traitement dans le milieu naturel. Donc, vous voyez à droite un schéma qui montre le fonctionnement d'un égout. Donc, jusqu'à un certain niveau, l'égout, il accepte ce mélange d'eau usée et d'eau pluviale, mais à partir d'un certain niveau d'eau, on est obligé de rejeter une partie de ce mélange eau usée et eau pluviale dans le milieu naturel. Pourquoi? Tout simplement pour éviter des débordements de réseaux en surface. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pour éviter une inondation à la surface. Il y a un moment donné, malheureusement, où on est obligé de choisir entre la sécurité des personnes et des biens et la protection du milieu naturel. Et en général, on choisit la sécurité des personnes et des biens. Alors, si jamais on regarde ce qui transite dans les égouts parisiens, vous avez aujourd'hui une diversité de rejets. On a vu ceux qui viennent des maisons, des immeubles. On voit celles qui circulent aussi dans la rue. Et puis, on a des rejets qui sont ceux d'entreprises qui peuvent être raccordées au réseau d'assainissement. Alors, un certain nombre d'entreprises ont des obligations de pré-traitement avant le rejet. Vous voyez, par exemple, les aliments et les graisses. Il y a vraiment une attention depuis 20 ans vis-à-vis des restaurateurs de façon à ce qu'il y ait des bacs à graisse avant que les eaux des restaurants aillent dans les égouts. Vous voyez aussi des médicaments et des radionucléides. On a vu des rejets qui sont aujourd'hui des rejets qu'on pense de traitement d'image, qui peuvent venir peut-être d'établissements vétérinaires, de petits établissements. Et ça, vraiment, c'est une question importante. C'est celle de ces petits établissements qui demandent un suivi et qui sont bien particuliers. C'est pas tellement le propos du projet Égout que de travailler sur ces eaux issues d'activités humaines. On sait qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui viennent des professionnels, que ce soit les rejets de peinture qu'on va mettre ou alors des garages peu équipés vis-à-vis des vidanges et de ce qui va se retrouver dans le réseau d'assainissement. Ce qui nous intéresse, nous, c'est plutôt la partie de gauche et du milieu, c'est-à-dire les eaux de pluie et puis les eaux qui arrivent domestiquement, c'est-à-dire de s'intéresser au comportement quotidien de tous les jours, pas les rejets accidentels ou ponctuels, même si on est tous d'accord qu'il faut sensibiliser et qu'il faut suivre ces problèmes industriels et artisanaux. Mais ce qui va nous intéresser dans le programme égout, c'est ce comportement courant, cette quotidienneté de l'utilisation des égouts et de nos pratiques, même si on est d'accord sur l'intérêt d'une saisonnalité, de pratiques différentes en semaine et en week-end, ou alors entre l'été et l'hiver. La suite.
Et là, ça nous a fait plaisir de vous mettre des photos des photos qu'on a prises lors de la visite des égouts tous ensemble avec les volontaires et les membres de ce projet. C'était les photos qu'on a prises le 22 et le 26 novembre. Donc, vous voyez qu'il y a dans ces rejets une part importante de macro-déchets, de solides. Donc ça a été peut-être une surprise pour une partie d'entre vous ou d'entre nous aussi. L'importance de ces sables, de tout ce qu'on va retrouver comme éléments solides avec un grain quand même, une granulométrie importante. Et c'est ces sables qu'on va retrouver dans les chambres de dessablement où Camille fait ses prélèvements de façon à pouvoir travailler sur de l'analyse sur sédiments en même temps que de l'analyse sur eau usée. On retrouvera tout ça en entrée de station d'épuration et on verra les problèmes que ça pose de traitement. Donc voilà, donc après avoir examiné ces eaux plus en détail, maintenant nous allons voir comment elles sont gérées dans le réseau parisien. C'est vraiment des spécificités parisiennes qu'on vous présente et puis aussi la manière dont elles interagissent avec le réseau. Alors, le réseau parisien, ce qu'il faut savoir, c'est une bonne partie du réseau est automatisé. Et pilotable à distance. Donc là, il est surveillé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et là, vous avez la permanence, une photo de la permanence, donc avec des agents qui vont surveiller le réseau et qui vont gérer ces eaux. Donc, en utilisant le maillage du réseau, ils vont diriger les eaux plutôt dans une direction ou une autre en fonction de ce qui arrive et en fonction des besoins et des possibilités de traitement derrière. Peut-être Marion nous l'a rappelé que c'est à ce moment-là qu'on va essayer de limiter les déversoirs d'orage et ce qu'il va y avoir par temps de pluie. Si tu veux le repréciser ou si tu vas le repréciser après. Oui, effectivement, c'est ce pilotage qui permet en fait d'optimiser la gestion des eaux usées pour limiter le plus possible les rejets dans le milieu naturel. Plutôt que de laisser l'eau suivre naturellement sa pente vers l'issue la plus proche, on va rediriger les eaux vers le collecteur qui sera capable de les accepter et de les envoyer en station d'épuration. Alors, donc, vous avez compris que ces épisodes pluvieux intenses qui génèrent des rejets dans le milieu naturel, c'est un souci et qu'on essaye de les limiter au maximum. Donc, l'une des réponses possibles, c'est effectivement améliorer la gestion du réseau d'assainissement. C'est ce qu'on a vu à la diapo précédente. Une autre réponse possible, en fait, c'est d'augmenter les capacités de stockage du réseau. Donc là, vous avez un exemple d'un bassin de rétention qui est en cours de construction. Donc en fait, ces bassins de rétention, comment ils vont fonctionner? Sur le mode de stockage des restitutions. C'est-à-dire que pendant l'épisode pluvieux, ils vont stocker les eaux de pluie qui arrivent et puis ils vont les relarguer progressivement dans le réseau après l'épisode pluvieux, au moment où le réseau sera moins chargé. Un deuxième acteur qui, à ce moment-là, rentre en jeu, c'est le SIAP, donc le syndicat interdépartemental, qui, lui, est l'acteur relais, puisque chaque commune ou chaque groupement de communes assure la collecte de ces eaux usées. Mais ensuite, le syndicat interdépartemental, lui, assure le transport à travers d'énormes tuyaux. C'est des tuyaux de plusieurs mètres, dizaines de mètres, et de diamètre, et après des bassins de stockage, puisqu'il peut aujourd'hui stocker 900 000 mètres cubes, donc ça c'est quand même assez énorme, avant d'aller en station d'épuration. Donc on a ici la suite du pilotage en temps réel. Donc on a le système Gaspard qui est celui de Paris, qui va se rentrer à ce moment-là en cohérence avec le système MAGE, Super MAGE, et donc le syndicat interdépartemental va à son tour jouer sur à la fois la circulation des flux et le stockage, de façon à pouvoir limiter tout déversement en Seine et s'assurer que par temps de pluie, une bonne partie de l'eau va bien vers la station d'épuration et est bien traitée avant d'être rejetée dans le milieu naturel.
si tu veux bien qu'on Oui. continue. Alors, on est là sur l'idée que d'autres formes de réponse sont celles qui vont tenir, non pas simplement du réseau d'assainissement, mais de la façon dont la ville est construite et la ville fonctionne. L'idée que l'on a aujourd'hui, c'est finalement d'éviter que l'eau rentre dans le réseau le plus possible. C'est ce qu'on va appeler la gestion à la source des eaux pluviales. Et vous voyez aujourd'hui des méthodes qui sont déployées dans toutes les villes. Paris, bien sûr, mais toutes les grandes villes aujourd'hui s'intéressent à ces questions. Donc, on va à la fois stocker dans des espaces enherbés, c'est ce que vous voyez sur le côté. On va essayer aussi de pouvoir infiltrer. Donc, vous voyez ici des types de pavés qui vont permettre à l'eau de pouvoir rentrer. Et puis, l'autre aspect, c'est d'essayer de désartificialiser le plus possible, soit en travaillant sur les toitures. On va aujourd'hui avoir des toitures qui vont stocker et en attendant de pouvoir remettre dans le réseau, ou alors on va ouvrir carrément pour retrouver un sol le plus naturel possible. Ce sont les programmes Oasis de la ville de Paris dans ces écoles. Et vous voyez ici une des cours d'école pour permettre l'infiltration en même temps que le stockage pour l'utilisation de l'eau de pluie pour les jardins. On peut aussi, et c'est ce vers quoi on va, penser à utiliser l'eau de pluie pour pouvoir le mettre dans le réseau, euh, par exemple pour les toilettes. Donc c'est ce qui se développe aujourd'hui dans des établissements publics, c'est d'utiliser l'eau de pluie à la place de l'eau potable pour pouvoir évacuer tout ce qui va se retrouver dans les WC. Alors tout à l'heure, Catherine a parlé de tout à l'égout. Le tout à l'égout, c'est une vieille expression, mais qui est bien restée ancrée dans beaucoup d'esprits, avec la notion que l'on peut rejeter ce qu'on veut dans les égouts. En réalité, non. Il existe un règlement d'assainissement qui précise ce qu'on peut et on ne peut pas rejeter dans les égouts. Et donc, ce réseau d'assainissement, il est fait pour recueillir des eaux usées domestiques, c'est-à-dire ce qui sort des bâtiments, des eaux usées non domestiques assimilables aux eaux domestiques. Bien, par exemple, les eaux des bureaux, des activités tertiaires, c'est assimilable aux eaux domestiques. Et puis, des eaux pluviales. Point final. Et il y a toute une liste de rejets qui sont interdits qui sont interdits au réseau d'assainissement de Paris. Il est notamment interdit d'envoyer dans le réseau d'assainissement des matières inflammables ou toxiques, des hydrocarbures, des solvants, tous les produits corrosifs, c'est-à-dire des substances qui vont dégrader ou détruire par réaction chimique d'autres substances avec lesquelles elles entrent en contact. Donc, c'est les acides, les bases ou les produits oxydants. Les substances radioactives, dont on a parlé tout à l'heure, les déchets d'activité industrielle, les déchets d'activité de soins à risque infectieux, les produits provenant de la vidange de fosses septiques ou de WC chimiques et les déchets solides. Et aussi une notion importante, la température des effluents ne doit pas dépasser 30 degrés Celsius. Un dernier aspect, il est interdit de mettre un broyeur. Donc, certains d'entre vous m'ont dit qu'ils connaissaient l'existence de broyeurs chez des particuliers. Le règlement d'assainissement dit clairement que c'est interdit. Vous nous avez aussi dit que finalement, on avait peu d'informations sur ce qu'on avait le droit de mettre ou de ne pas mettre. Et je vous ai mis ici un document d'un syndicat d'assainissement qui essaye de donner de la façon la plus explicite possible comment les comportements domestiques devaient être de façon à pouvoir éviter de retrouver ces déchets dans le réseau d'assainissement. Donc, il est bien dit que les épluchures doivent aller en compostage, les substances chimiques en déchetterie, les médicaments rapportés en pharmacie, les huiles et les graisses, y compris des futurs de cuisson, doivent être en déchetterie et les objets solides doivent être en poubelle. Ce qui nous paraît intéressant aussi, c'est l'explication des conséquences, c'est-à-dire de pouvoir voir les effets que ça va avoir. Ça, c'est un point sur lequel vous nous avez, volontaires de Paris, attiré l'attention. Finalement, de ne pas être prescripteur de bonne conduite parce que les gens font ce qu'ils peuvent ou ne savent pas, mais de leur expliquer quels vont être les effets de ce qui va se passer. Par exemple, le coût d'un traitement,
comment la station d'épuration ne va pas pouvoir fonctionner parce que le réseau est bouché. Vous nous avez aussi dit des canalisations bouchées, c'est très onéreux, c'est 2 000 € l'intervention d'un plombier pour pouvoir le faire. Donc tout ça, c'est des choses, à mon avis, sur lesquelles on va pouvoir travailler ensemble pour pouvoir expliquer à la fois ce qu'on peut mettre et ce qu'on ne peut pas mettre. Alors, le règlement d'assainissement de Paris, il est sur le site de la ville de Paris. Il est récupérable sans problème. Tout à fait. Merci Camille. L'autre aspect de la pollution domestique, c'est ce qui a déjà été abordé dans un webinaire avec les macro-déchets. C'est le Parisien, la Parisienne qui vit dans Paris avec tout le plaisir qu'il y a à habiter Paris, de pouvoir sortir si on a envie, acheter quelque chose à manger, s'installer dehors pour manger. Bref, on va retrouver tous ces rejets dans la Seine, ce qu'on va appeler des macro-déchets. C'est pas forcément que les Parisiens soient plus sales que les autres, mais c'est vite fait qu'il y ait un papier qui vole. C'est vite fait aussi que les corneilles vident les poubelles et fassent bombance, mais alors ça va se retrouver. On a aussi la question des mégots. Moi, j'ai déjà entendu des gens me dire, ah, mais un mégot, c'est pas grave. Alors déjà, ça bouche les avaloirs. D'autre part, ils nous disent c'est biodégradable. Je rappelle que les filtres sont en plastique et ne sont pas biodégradables. Et que d'autre part, s'il y avait du tabac, eh bien, ma foi, on aurait à ce moment-là de la matière organique, mais c'est tous les additifs chimiques qui y sont et qui vont se retrouver dans la Seine en n'étant pas traités. Donc, ça, c'est quelque chose à dire. Je sais que c'est très compliqué vis-à-vis d'un fumeur que de passer son temps à jouer le donneur de leçons en disant ne mettez pas vos mégots dans la rue. Mais c'est vraiment aujourd'hui un des points sur lesquels on peut travailler. Et enfin, la pollution domestique, c'est une chose, mais on a aussi toute la pollution de temps de pluie. Alors, une pollution qui vient déjà de la qualité de la pluie qui tombe sur Paris, c'est ce que vous voyez sur la partie gauche de l'écran, l'apport atmosphérique, hein. On a déjà un certain nombre de particules qui peuvent être, substances qui peuvent être dans l'air. Et puis ensuite, elles vont être complétées avec ce qui va se retrouver dans la voirie. D'abord parce que ça peut être le trafic automobile, les rognures de pneus, ça arrive très très vite. D'autre part, on a aussi tout ce qui va être mis sur les matériaux même des immeubles. Et on va avoir aussi tout ce qui vient de la combustion des chaufferies. Donc, on a un ensemble de pollutions qui arrivent dans le milieu récepteur. Et ça fait partie, c'est ce suivi des polluants de l'eau de pluie, d'un des aspects qui est traité dans le projet égout et qui est suivi dans le projet égout. Alors pourquoi est-ce qu'on a posé toutes ces conditions sur ce qui doit être rejeté en égout? Eh bien, tout simplement, déjà pour commencer, parce qu'il y a des gens qui se promènent dans ces égouts. On avait dit tout à l'heure, les égouts sont visitables. Il y a des égoutiers qui interviennent. Il y a aussi les gens qui entretiennent les réseaux qui passent à travers les égouts, les gens d'Eau de Paris, les gens d'EDF, GDF, les gens d'Orange, etc. Et en fait, ce qui est dans les eaux usées peut avoir un impact sur la sécurité et la santé des égoutiers. Donc là, on a plusieurs exemples. Les micro-organismes, les bactéries, les virus et les parasites engendrent un risque sanitaire pour les égoutiers. Beaucoup de produits chimiques engendrent un risque toxique. Les graisses, dont on a parlé tout à l'heure, fermentent en produisant du H2S, qui est un gaz qui à la fois peut provoquer des asphyxies et aussi risque d'exploser. Il y a quelques années, un prestataire de la ville est mort dans une explosion due à une poche de H2S. Donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Et puis aussi, on avait dit qu'il fallait pas de rejet supérieur à une température de 30 degrés C. Pourquoi? Parce que l'eau chaude peut engendrer un risque thermique. Et autre raison pour laquelle ce qui est rejeté dans le réseau d'assainissement doit être contrôlé, parce que ça peut avoir un impact sur le fonctionnement du réseau et aussi de la station d'épuration à l'extrémité du réseau.
Donc, les produits corrosifs, on a parlé des produits corrosifs tout à l'heure, ils peuvent dégrader les ouvrages. Les déchets solides peuvent gripper les pompes et boucher les canalisations. Les particules en suspension contribuent au grippage des pompes, même si la plupart des pompes sont faites pour fonctionner dans des eaux avec des particules en suspension. Des fois, ça peut bloquer. Et puis, les graisses peuvent tout simplement boucher les canalisations. Et tous les produits biocides, les produits corrosifs, acides ou basiques, vont se retrouver à l'autre bout du réseau dans les stations d'épuration et vont perturber le traitement biologique des eaux, dont on va parler tout de suite. Donc, nous partons maintenant à l'autre bout du système d'assainissement. C'est la fin du parcours auquel on vous invite aujourd'hui. Et nous arrivons maintenant dans la station d'épuration. Donc, ces stations d'épuration, elles sont pour l'essentiel à l'aval de Paris, puisqu'on vous a dit que le réseau était gravitaire. Et la première station d'épuration, c'est celle de Seine-Aval, qui a été construite en 1940. Puis à partir des années 1980, au fur et à mesure que l'on améliorait à la fois l'alimentation en eau potable des Parisiens et en même temps les conduites qui récupéraient les eaux usées et qui se greffaient sur le système de transport, on a rajouté des stations à l'amont de Paris, donc la station sur la Marne, de Marne-Aval, de Seine-Amont, parce qu'en même temps, ça permettait au SIAP de récupérer une partie des canalisations qui arrivaient du reste de la banlieue parisienne. Aujourd'hui, ces stations d'épuration sont des stations qui sont le plus à la pointe de ce qu'on peut imaginer, mais vous verrez qu'il y a encore des améliorations et des défis auxquels elles vont devoir répondre. Et puis, d'une façon assez intéressante, ces stations d'épuration sont le troisième affluent de la Seine. C'est-à-dire que partant de, par exemple en été, quand la Seine fait 80 mètres cubes seconde, eh bien Seine-Centre, c'est 25 mètres cubes seconde. On pourrait même penser que c'est le premier affluent de la Seine l'été. Et donc, on va avoir un rôle de soutien d'étiage aujourd'hui. D'une certaine façon, ce réseau d'assainissement vient apporter de l'eau pour conforter le flux de la Seine l'été. Donc ça, vous allez voir que c'est important parce que ça va être très structurant dans l'avenir de ce réseau d'assainissement et de ses effluents. Donc là, vous voyez un exemple de chaîne de traitement. On a choisi l'usine Seine-Centre parce qu'elle a c'est un peu le fonctionnement typique d'une station d'épuration, c'est un peu le modèle de station d'épuration. Donc l'eau qui arrive au niveau de la station d'épuration, elle est d'abord dégrillée, c'est-à-dire elle est passée à travers une grille pour retirer tous les gros flottants, tous les gros objets. Ensuite, elle passe dans un bassin de désablement pour enlever tous les sables dont on a parlé tout à l'heure. Et en même temps, il y a un racleur qui va aller racler la surface de l'eau pour récupérer toutes les graisses. On les Ensuite de a ça, bien vus tout à l'heure, hein, Marion. On les a bien vus flotter à la surface, c'est ces graisses-là. et on va les revoir tout à l'heure. Alors, ensuite, il y a une deuxième étape de décantation pour enlever les particules fines. Le sable, les particules épaisses, les grosses particules de sable ont été enlevées au niveau du désableur. Et ensuite de ça, il y a une deuxième étape pour enlever toutes les particules fines. Donc, on va récupérer pas mal de boue à l'issue de ces traitements physiques. Et après, on va passer à un traitement biologique de la pollution. D'abord, on va commencer par éliminer la matière organique, ce qu'on appelle la pollution carbonique. Donc, on va demander tout simplement à des bactéries de digérer cette pollution et pour la faire disparaître. Ensuite de ça, il va y avoir la digestion de la pollution ammoniaquée avec deux étapes. Par contre, c'est un peu plus compliqué. Il faut deux espèces de bactéries différentes pour digérer tout ce qui est ammonium et le transformer en dioxyde d'azote. Et donc, à l'issue de ce traitement, l'eau est renvoyée dans la Seine. Donc, je disais que c'était une station typique. Les autres stations du SIAP ont des petites particularités avec des traitements supplémentaires, par exemple sur le phosphore, ou bien un lagunage à la fin, c'est-à-dire où en fait on va mettre de l'eau dans un bassin et on va laisser les plantes faire une épuration supplémentaire. Donc voilà. Et puis, c'est la station que j'espère vous emmener visiter bientôt, prochainement. Ça sera la station donc, de Colombes de Seine-Centre.
Donc voilà, donc on parlait de ce qui a été traité. Donc effectivement, une partie de la pollution solide, les gros déchets, les sables, toutes les particules fines qui ont pu être recueillies au niveau du décanteur, la pollution carbonée, la pollution azotée. Et donc, dans la plupart des stations d'épuration, on traite aussi maintenant la pollution phosphorée. Pourquoi est-ce qu'on traite tout ça? Tout simplement parce que alors la matière organique, en fait, quand elle va être rejetée dans le milieu naturel, elle va s'oxyder et elle va consommer l'oxygène du milieu naturel, ce qui va priver le milieu naturel d'oxygène pour les êtres vivants qui vivent à l'intérieur. Donc, ça va avoir un gros impact sur la vie aquatique. L'azote et le phosphore, ce sont des nutriments des plantes. Et en fait, quand il y a trop d'azote et de phosphore dans le milieu naturel, les plantes vont se développer de manière incontrôlée. Et là, de la même manière, ça va perturber gravement la vie aquatique. Donc voilà, c'est les principales pollutions et c'est sur ces pollutions que la réglementation nous demande d'intervenir en priorité. Alors, il y a aussi tout ce qui n'est pas traité en station d'épuration, tout simplement parce que les stations d'épuration ne sont pas prévues pour ça. Il y a une partie de la pollution solide qui va passer à travers les mailles du filet. Eh bien, tout ce qui n'est pas passé à travers tout ce qui n'est pas passé à travers le dégrilleur, en particulier les microplastiques, vont se retrouver à l'autre bout de la station d'épuration. Les micro-organismes, dans la plupart des stations d'épuration, tout ce qui est virus, bactéries, parasites, ressort, enfin, une partie est abattue, mais une bonne partie ressort quand même dans les effluents à la sortie. Ce qui peut avoir un impact après si on a des projets de baignade dans la Seine. Les métaux lourds vont se retrouver, il y a une partie qui paraît qui va être fixée sur des bouts et donc qui va quand même être éliminée, mais il y a tous les matériaux, enfin tous les minéraux lourds qui sont dissous dans l'eau vont se retrouver en sortie de station d'épuration. Malheureusement, on n'a pas encore de moyens de les traiter. Et puis, la plupart des molécules de synthèse, malheureusement, vont aussi se retrouver à la sortie de la station d'épuration. Donc là, on vous a mis deux petites images pour illustrer un peu ce problème des micropolluants. Donc, une bactérie antibiorésistante qui est devenue antibiorésistante parce que, en fait, à force de contact avec les antibiotiques, oui, parce que les antibiotiques sont excrétés dans les urines, ne sont pas traités en station d'épuration et donc vont se retrouver dans le milieu naturel. Donc voilà, donc en fait, il y a beaucoup de bactéries présentes dans le milieu naturel qui du coup sont antibiorésistantes parce qu'elles sont en contact avec des antibiotiques. Et puis la deuxième image, en fait, elle illustre, alors c'est une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre il y a quelques années où en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des hormones de synthèse qui pouvaient changer le sexe des poissons, féminiser les poissons. Alors depuis, on a découvert que la température pouvait aussi jouer un rôle sur ce changement de sexe, mais bon, c'est dire qu'en fait, les molécules de synthèse qu'on va retrouver dans les eaux usées et ensuite en sortie de station d'épuration peuvent avoir un impact sur la vie aquatique. Alors la question, c'est d'une part ces eaux usées qui sont traitées et rejetées. Vous voyez que les eaux qui sont rejetées, c'est des eaux qui sont rejetées vis-à-vis d'un certain usage que l'on va avoir de l'eau de Seine. Il faut que ça soit une eau qui retrouve une qualité pour le milieu. Évidemment, si vous voulez fabriquer de l'eau potable, il faut après tout un traitement supplémentaire qui est celui des usines d'eau potable dont nous ne parlons pas aujourd'hui. À côté de cette eau qui va être rejetée en Seine, il y a tous les déchets qui sont issus du traitement en station d'épuration. Donc les déchets solides qu'on a récupérés des dégrilleurs, donc ceux-là normalement vont en incinération, en usine de valorisation énergétique. Les graisses, elles aussi, doivent aller en incinération. Et les boues de station d'épuration sont des boues finalement qui ont un certain nombre de qualités, qui peuvent être utilisées en épandage en milieu agricole. Vous vous souvenez qu'il y a une interrogation sur les métaux lourds qui peuvent s'y retrouver. Donc ces boues, avant d'être épandues, vont être analysées en laboratoire et en fonction de leur qualité, destinées ou pas à l'épandage en milieu agricole.
Alors, donc tout à l'heure, on parlait des évolutions possibles des égouts. Effectivement, il y a beaucoup de projets émergents autour des égouts. Un projet dont dont on a beaucoup parlé récemment, c'est la récupération des eaux usées traitées pour d'autres usages. Euh, bon, autant dire qu'à Paris, comme Catherine l'expliquait, étant donné que les usines de traitement sont considérées comme des affluents de la Seine et participent au soutien d'étiage, c'est pas trop d'actualité. Mais en tout cas, c'est une possibilité de réutiliser des eaux usées traitées pour des usages qui ne nécessitent pas une qualité d'eau potable ou d'eau naturelle, pour l'arrosage en particulier. C'est quelque chose qu'on pense va se développer beaucoup dans les prochaines années. Alors, un projet qui est en train d'être mis en place, c'est la valorisation des urines, la collecte séparée des urines et leur valorisation. Donc, sur une ZAC à Paris, la ZAC Saint-Vincent-de-Paul, en fait, on est en train de mettre en place une collecte séparée des urines, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une séparation entre les urines et puis les excréments. Et en fait, les urines vont être recueillies et vont être transformées en engrais. Parce qu'en fait, ces urines, elles sont très riches en phosphore. Donc, ce phosphore qui est très embêtant quand il est dans une rivière, il peut être très utile comme engrais. Donc, c'est vraiment tout l'intérêt de ce projet, c'est de récupérer ce phosphore et de le rendre à la terre. Et enfin, un troisième projet qui est aussi en cours avec plusieurs en fait, systèmes déjà mis en place à Paris, c'est la récupération de la chaleur des égouts. C'est-à-dire qu'en fait, les effluents des égouts, ils sont à des températures qui sont en général assez élevées. Et l'idée, ce serait en fait de récupérer cette chaleur pour chauffer des bâtiments. Et ça a été mis en place en particulier à la mairie du 11e arrondissement. Donc là, en bas, vous avez une illustration de l'installation du système de récupération de chaleur à l'intérieur d'un égout. Pour répondre à une question sur le devenir de ces boues, si jamais elles ne sont pas propres à l'épandage, alors d'une part, elles peuvent aller en incinération et d'autre part, elles peuvent être utilisées, je pense à la station de Valenton, de Seine-Amont, pour faire des granulats qui vont être en sous-couche de voirie, à condition, alors pas forcément les boues, je vous dis peut-être aussi enfin, il faut quand même sécher, il faut quand même enlever toute l'humidité qui va être dans ces boues, hein, ça suppose des sécheurs et de travailler, mais il y a d'autres possibilités que l'épandage. Il y a aussi l'utilisation comme matériau. À partir du moment où elles sont stériles et où elles sont inertes, on va les utiliser comme matériaux de voirie, sous-couche de voirie par exemple. Et donc on arrive à la Ok. fin de notre visite et de notre temps pour dire que vous avez compris, c'est un sujet qui nous passionne, Marion et moi, et qui passionne toute l'équipe du projet Égout. C'est-à-dire que ce réseau qui est mal connu, vous nous l'avez dit quand vous avez fait la visite, que vous aviez découvert un monde et découvert un monde à la fois très brut et très technique, avec en même temps une matière fécale et en même temps un réseau complètement automatisé avec une gestion en temps réel et puis des traitements de plus en plus sophistiqués à l'aval dans les stations d'épuration. Il nous semblait dans le projet Égout que c'est aussi l'idée de cet observatoire qu'on voudrait mettre en place en imaginant que les pratiques que nous avons de rejet dans nos égouts, eh bien, finalement, disent beaucoup des Parisiens et de notre mode de vie. Et c'est tout l'enjeu de notre projet que de pouvoir construire cela avec vous. Donc, nous vous remercions pour votre attention et je suppose, ou j'espère qu'il va y avoir des réactions et des questions que vous allez nous poser ou que nous allons discuter ensemble. Merci Catherine, merci Marion. Euh, je mesure l'effort ou le travail qui a été fait pour cette présentation de synthèse. Et j'ai échangé avec Nada et je lui disais que je pense que ça va être un document de référence, cet enregistrement, pour comprendre les égouts. Donc, grand merci. On va ouvrir aux questions, mais je vais prendre un tout petit peu la parole au début, pas pour poser les miennes, j'attendrai la fin pour poser les miennes, j'en ai bien entendu. D'abord, je fais les comptes et je vois qu'il y a 28 participants. Et il y a un point qui m'intéresse dans le projet Égout, c'est de faire communauté. Et je vois qu'il y a une communauté qui se dessine entre les chercheurs,
les agents de la ville de Paris, et puis aussi les volontaires qui sont nombreux à cette présentation. Alors, j'ai vu dans les commentaires qu'il y avait un regret de ne pas être davantage invité au webinaire. Je propose aux volontaires et puis aux participants du projet aussi qu'on invite systématiquement les volontaires du projet par mail à ces webinaires. Un rappel sur les événements à venir. Il y a effectivement l'Assemblée générale du projet avec les participants du projet et les services de la ville. C'est le 23 matin. Et puis, on a aussi, comme l'a dit Nada, une réunion avec les volontaires de Paris pendant laquelle on va échanger. C'est le 22 à 18h30. Dans les événements à venir, il y a aussi une exposition qui s'appelle L'eau, sa turbine. Vous avez le détail sur le site du projet Égout. Donc, je vous invite à y aller. Et puis, bientôt, à venir, les carottages dans les sédiments des égouts avec Camille et le début des mesures sur le site Seine-Centre, en amont de la station d'épuration, où le projet Égout se greffe aux mesures réglementaires du SIAP pour mesurer certains traceurs de manière bi-hebdomadaire. De mémoire, c'est le lundi pour enregistrer ce qui se passe pendant le week-end et le jeudi. Thomas, tu me corrigeras éventuellement. Donc voilà, on démarre les mesures. On a pris un an pour affiner la stratégie et là, on démarre les mesures. Je vais vous laisser la parole maintenant pour les questions. J'aimerais bien commencer par une question qui a été posée dans la discussion désolé, je reprends, par Abdel Moutalib. Est-ce que vous pouvez la formuler à l'oral, Abdel Moutalib, s'il vous plaît? Oui, bonjour à tous. Donc, je ne sais pas si vous m'entendez Oui. parfaitement. Oui, donc du coup, en fait, ma question, c'était, alors moi, ça fait pas très longtemps que je suis dans le milieu du secteur de l'assainissement. Enfin, moi, je m'occupe de la sécurité des égoutiers hein, pour le service technique de l'eau et de l'assainissement. Et c'est vrai que en matière du coup, de prévention primaire, je me suis beaucoup interrogé euh, sur effectivement enfin, ce qui rentre du coup en égout, puisque ce qui rentre en égout en matière enfin, de risque, enfin, c'est du coup une vraie question, c'est comment effectivement on peut maîtriser par la prévention primaire du coup les risques auxquels sont exposés les égouts. Et sur cette question-là, en fait, il n'y a pas de sujet, puisqu'effectivement, les égoutiers sont exposés à comment dire, un panel de risques enfin, qui est important. Enfin, et je pense que voilà, je pense que c'est sûrement du coup le métier le plus à risque au sein de la ville de Paris, de ce que j'ai pu moi voir au sein de au regard de mon parcours du coup professionnel. Et ma question en fait elle est pas anodine, en fait elle est vraiment en fait en lien avec du coup avec mon activité hein, qui est effectivement de d'évaluer les risques et de effectivement et de pouvoir du coup maîtriser ces risques. Et je pense que en communiquant mieux auprès des utilisateurs, on réduit effectivement l'introduction enfin, de produits dangereux sur lesquels on n'a aucune maîtrise et sur lesquels on peut aussi s'interroger sur la réactivité de ces produits. Euh, et donc voilà, et je pense que voilà, en communiquant mieux vis-à-vis des utilisateurs, on peut effectivement améliorer, enfin, ça peut effectivement contribuer du coup à l'amélioration significative du coup de la sécurité des égoutiers sous l'angle effectivement sur le sujet effectivement de la prévention du risque chimique de manière très très générale quoi. Et biologique bien sûr. Donc, ce que vous proposiez, c'est un document de synthèse didactique qui accompagnerait le règlement. Je ne sais pas si ça existe, Marion. Je pense pas, non. Mais c'est une bonne remarque. Ouais. Et peut-être que Égout pourrait accompagner la ville de Paris, peut-être avec le SIAP aussi. Ça fait partie des choses qu'on a envisagées pour la création d'un tel document. Ça fait partie des choses que je vais évoquer et demander là, dans notre réunion du 23 avec les élus qui seront présents. Comment est-ce qu'ils envisagent aujourd'hui qu'on associe les volontaires, qu'on associe donc les égoutiers, qu'on associe les gestionnaires qui sont impliqués, de façon à produire un document qui soit au plus près de ce qui peut être compris au quotidien par des gens
quel que soit le quartier où ils habitent, leur culture, leur pratique, hein, et qui soit le plus utile possible. C'est vrai qu'en fait, il a été conçu pour des syndics, puisqu'en général, c'est les syndics qui gèrent les autorisations de rejet au réseau d'assainissement. Mais effectivement, en amont, il y a des gens qui vont rejeter des choses dans le réseau d'assainissement et c'est bien qu'ils sachent ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas rejeter. Euh, je continue avec les questions qui sont dans le chat. Je passe sur les compliments qui vous sont faits, mais il y en a. Il y en a pas mal. Oscar Demont, vous pouvez prendre la parole sur votre question concernant la récupération des eaux de pluie dans un réseau non potable. Est-ce que vous pouvez la préciser, si vous êtes toujours là? Il a son micro coupé. Est-ce qu'il peut mettre son micro? Parce que tout à l'heure, les micros ont été coupés chez tout le monde, je crois. Non? Oui, c'est moi qui l'ai fait de manière très autoritaire, je suis désolé. C'est peut-être pour ça qu'il peut pas parler. J'essaie de retrouver comment faire. En attendant, ceux qui peuvent parler, n'hésitez pas Ok. à poser vos Non, mais je questions. vois la question dans le chat, je peux répondre. En fait, à l'heure actuelle, dans le réseau d'eau non potable, il y a exclusivement de l'eau de rivière, donc qui a été dégrillée avant d'être renvoyée dans le réseau. Pour l'instant, on ne met pas d'eau de pluie dans le réseau d'eau non potable. On étudie en fait la possibilité de mettre d'autres eaux, de rejeter d'autres eaux dans le réseau d'eau non potable. Effectivement, comme vous en faites la remarque très justement, il faut faire attention à la qualité de ce qui est rajouté dans le réseau d'eau non potable parce qu'il ne faut pas qu'on puisse dégrader les usages. Donc, c'est des questions qui effectivement sont à l'étude depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut récupérer d'autres eaux pour qu'elles soient valorisées à travers le réseau d'eau non potable? Et voilà. Et effectivement, on a bien conscience que, il faut que cette eau non potable, elle garde une certaine qualité pour pouvoir continuer à être utilisée sur les usages actuels. Guillaume. Ouais. Oui, il y a des participants qui ont envie de dire des choses. Ouais, Guillaume. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui, c'est bon, parce que j'ai pas un bon micro, je suis désolé. Oui, moi, je voulais, super présentation, ça fait toujours plaisir de parler du réseau d'assainissement parisien qui est vraiment atypique. Moi, je voulais revenir justement sur les épandages, parce que ça peut être aussi une étude qui est assez intéressante en corrélation avec ce que vous faites. On sait que depuis très longtemps, hein, depuis les années 1900, les effluents du réseau parisien étaient une source importante pour l'agriculture maraîchère. C'était, par exemple, sur les plaines d'Achères, hein, on sait très bien que c'était le grenier de Paris sur toute la culture maraîchère. Et pendant des dizaines, voire je ne vais pas dire des centaines d'années, ça a été d'épandage direct de l'effluent sur ces parcelles. Et on sait que depuis à peu près 2000, depuis l'année 2000, que les sols sont fortement impactés par des pollutions aux métaux lourds. Et donc, il y a une étude aussi et des prélèvements réguliers qui sont faits par l'ARS pour faire des suivis justement sur ces pollutions de métaux lourds. Et concrètement, je voulais voir si justement il y a eu un rapprochement avec cet acteur pour pouvoir déjà avoir un visuel sur les différents types de polluants métaux lourds qu'on peut rencontrer pas ces déversements, mais sur ces épandages. Voilà, merci. Oui, ben alors, c'est très suivi, hein, ce qui a été fait. Donc, pour rappel, comme vous me l'avez bien dit, c'était une eau qui n'était pas traitée du tout, hein. Il n'y avait pas de station d'épuration au début du XXe siècle. C'est vraiment l'eau qui allait directement en épandage. Et au fur et à mesure que les réseaux, qu'il y a eu des rejets industriels, qu'il y a eu des apports sur ce réseau, en fait, cette eau arrivait directement sans traitement sur Vous avez parlé des champs d'Achères, à Pierrelaisse, c'est la même chose, hein, encore plus à l'aval. Donc ça, c'est plus du tout la situation. Quand on parle aujourd'hui d'épandage de boues de stations d'épuration, on est vraiment dans des effluents après traitement et ces boues, elles sont suivies en laboratoire pour savoir si elles sont épandues ou pas. Et quant à ce qui se passe à Pierrelet, bah, c'est extrêmement suivi, rien que pour savoir la suite et l'usage que l'on fait de ces sols. Merci. Planète. Oui, bonjour à tous, merci beaucoup. C'est vrai que ce document-là, le PDF qu'on a vu, est extrêmement bien fait et didactique. Et s'il pouvait être diffusé ou servir de base à une diffusion, évidemment, ça serait très très bien. D'autant plus que moi, je fais partie du projet en tant que volontaire depuis le début.
Et il n'empêche qu'à chaque fois, je découvre des choses nouvelles. Donc déjà, on sait que la pédagogie, c'est une éternelle répétition, mais le fait de le constater, c'est un peu effrayant. Là, par exemple, je découvre, mais vraiment totalement, ou je percute seulement, que, il faut pas mettre de quoi que ce soit de plus de 30 degrés. Or, pour éviter de mettre des produits toxiques, dangereux dans mes canalisations pour pas qu'elles soient bouchées, moi, régulièrement, je mets de l'eau assez chaude, beaucoup plus que 30 degrés. Donc, maintenant que je comprends qu'effectivement, je risque d'aller brûler les égoutiers, bah, je le ferai plus. Mais qu'est-ce que je fais pour éviter de mettre des produits toxiques que je veux pas utiliser? Alors, en fait, quand on dit 30 degrés, c'est au niveau du rejet d'immeuble, il faut bien s'entendre. Voilà, donc bon, après, on peut imaginer quand même que vos rejets d'eau, ils vont être dilués par les autres rejets de l'immeuble. C'est-à-dire quand vous rejetez de l'eau à 60 ou 90 degrés, il y a quelqu'un d'autre à côté qui va tirer la chasse d'eau et que voilà, ça va diluer un peu quand même la température. Mais oui, effectivement, il faut quand même en avoir conscience. Mais il y a de l'eau aussi dans les égouts qui va diluer votre apport d'eau chaude aussi, et qui est déjà présent dans les égouts. Donc, je pense que enfin, le litre d'eau chaude que vous avez déversé dans votre évier, il aura qu'un impact limité. Mais moi, je pensais plutôt à des rejets vraiment d'eau très chaude, par exemple de la CPCU, la compagnie parisienne de chauffage urbain qui peut faire des rejets oui, à 60 ou à 90 degrés. À ce moment-là, il faut une autorisation. Alors, en fait, c'est ça. L'astuce, c'est qu'on peut le faire, mais il faut prévenir et il faut demander l'autorisation. Parce qu'effectivement, il ne faut pas qu'il y ait un seul égoutier, il ne faut pas qu'il y ait un seul intervenant dans le réseau au moment où on va faire ce rejet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, moi, j'ai un catalogue de questions. Je m'en Ah, excuse. non, ben, je vois pour répondre, oui, il y a du phosphore dans les fesses, mais il y en a beaucoup dans les urines. Et c'est la raison pour laquelle il y a cette idée de séparateur à la source des urines. C'est le programme OCAPI qui réfléchit à ces questions-là, avec l'idée d'éviter d'importer du phosphore et d'utiliser le phosphore que l'on produit nous-mêmes. L'idée, c'est de retrouver des pratiques qui étaient celles du début du XXe siècle où on récupérait une partie de ce qu'on appelait la gadoue et qu'on allait l'utiliser. Alors, la visite d'Acher, non. Mais la visite de Seine-Centre, oui. D'abord parce que Seine-Centre, c'est vraiment, ou Colombes, c'est vraiment prévu. Acher, ça fait loin et c'est pas vraiment prévu. Il y a des travaux qui sont dessus. Donc, on ira voir la station de Colombes. Je vous dis, il y a vraiment un travail d'accueil et de pédagogie et par petits groupes de gens. Donc, c'est ce que je vais essayer de monter prochainement. Raphaël ou Guillaume, si tu veux compléter la question. Raphaël? Bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Voilà, la caméra ne marche pas, donc désolé. Donc voilà, c'était pour témoigner de ce qu'on est en train de faire, essayer d'en train de faire dans mon immeuble. C'est un immeuble haussmannien, donc 1840. Ce serait effectivement d'installer la séparation à la source de l'urine. Et donc voilà, ça soulève beaucoup de questions, bien sûr, sur l'acceptabilité du fait de parler pipi. Mais finalement, techniquement, c'est pas très compliqué à faire. Mais après, il y a, à mon avis, ce qui manque, c'est un accompagnement un petit peu pour légitimer la démarche, pour montrer qu'on va pas se lancer dans des choses où on va se retrouver en train de baigner dans l'urine, mais au contraire, une démarche qui est accompagnée par des acteurs publics, justement, il y a Okapi et d'autres, et en plus, c'est financé, c'est cofinancé par l'Agence de l'eau. Mais là, effectivement, on recherche aussi d'autres financements. Je sais pas si peut y en avoir, puisqu'effectivement, effectivement, tout ce qui est nouveau, ben, tant que c'est pas nécessaire, on le fait pas. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais partager, c'était ça. C'était que, après les premières étapes d'études techniques, finalement, c'est pas très compliqué. Ce qu'il faut surtout, c'est effectivement être légitimé, être de manière officielle, voilà, pour vaincre certaines résistances. Peut-être qu'Elisabeth Lehec, si tu es toujours là, Elisabeth, dire que c'est ce qui se passe justement sur la ZAC Saint-Vincent-de-Paul. Oui, complètement. J'allais intervenir, Raphaël, pour, à vrai dire, vous demander vos coordonnées parce qu'on se réunit justement à la ville sur ces questions-là, des différents projets qu'on est en train de lancer sur cette question de la séparation à la source. Alors, et oui, effectivement, le plus important, c'est
la mise en place d'un réseau séparatif d'urine sur un quartier qui est en cours de réaménagement, donc une zone d'aménagement concerté qui est située dans le 14e arrondissement, sur le site de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Et donc, on va avoir un réseau séparatif de collecte des urines avec traitement sur site. Ça, c'est une première même mondiale, hein. Ça n'a jamais été testé à cette échelle-là dans un milieu urbain aussi dense. Donc, effectivement, c'est un projet très important, mais on en a beaucoup d'autres, notamment des systèmes de toilettes sèches dans des écoles, ou encore un projet qui est en cours à l'Académie du climat. Et donc, on est très preneur de tout ce qui peut se faire et qui passe pas forcément, qui peut passer un peu en dehors de nos radars, nous, services de la ville, pour voir justement comment on peut vous accompagner et si ça peut. euh, Notre objectif, c'est de trouver plusieurs projets qui se lancent ou qui ont envie de se lancer pour pouvoir monter éventuellement un petit groupe de travail qui pourrait être soutenu, faire des demandes de subventions, de financement, etc. Donc voilà, moi je suis tout à fait preneuse de votre expérience, Raphaël. Ben Ben, voilà, j'ai mis mon contact dans le mail, voilà. Effectivement, on a déjà fait un petit peu les premières études avec Cocapi. Ah bah Il y a voilà. la Gay, voilà, qui nous a accompagnés au début, mais là, on va de l'avant, voilà. Ben, volontiers pour échanger après. Merci. Sophie, Oui, bonjour et merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment super intéressante. Moi, j'avais une question par rapport au règlement d'assainissement, enfin, et la façon dont il est contrôlé. Enfin, est-ce qu'il est contrôlé et comment? Et est-ce que on a une idée bah, de, du respect ou enfin du niveau de produits interdits qui sont, enfin, de la façon dont il est respecté, plus exactement. Et parce que je pense qu'on a effectivement un besoin de pédagogie sur ce qu'on a le droit de jeter ou non dans les eaux usées assez fort. Enfin, j'ai l'impression. Alors, effectivement, il y a un service à la ville qui est chargé à la ville de Paris qui est chargé du contrôle enfin, de l'application du règlement d'assainissement qui s'appelle la section contrôle des eaux. Alors évidemment, ils ont un nombre de personnes limité, donc ils vont intervenir essentiellement sur signalement. C'est-à-dire qu'en fait, quand les éboueurs vont intervenir en réseau et vont voir un rejet d'aspect suspect, ils vont le signaler à leurs collègues de la section contrôle des eaux pour qu'ils aillent vérifier si effectivement leurs suspicions sont fondées. Et ce service contrôle des eaux, il va aussi faire des campagnes de vérification, de contrôle sur certains types d'usagers. Par exemple, il va vérifier les rejets des restaurateurs ou bien alors des coiffeurs ou des pressings pour vérifier qu'ils sont bien en conformité. c'est aussi l'un des objectifs d'Égout, hein, même si c'est pas enfin, du Oui, projet Égout, même si c'est pas le premier. C'est par la mesure sur le temps long de pouvoir alerter quand il y a des problèmes, sachant aussi que ces mesures sur le temps long, vu la diversité des mesures qu'on envisage, ça a un coût de suivre ces différents paramètres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, je peux en poser plusieurs. Je profite. Euh, je vois dans une des diapos, vous avez distingué les activités humaines des rejets domestiques. Je me dis que ça fait aussi partie des objectifs qu'on va avoir, par exemple pour les graisses, pouvoir distinguer les graisses qui vont nous informer sur les types d'alimentation des particuliers. Mais il va falloir aussi distinguer les graisses qui proviennent d'activités commerciales, de restaurateurs et tout ça. Je ne sais pas si on va y arriver parce que les volumes ou les quantités de traceurs risquent d'être très différentes. Il y juste a un pour truc qui m'a... Pardon, juste- vas-y, Catherine. Normalement, les restaurateurs doivent avoir des bacs à graisse, hein. oui. Oui, mais ça peut être intéressant de vérifier ce normalement, si on Ah, a des traceurs adaptés. oui, oui, ça c'est une autre histoire. Mm. Euh, C'est vrai que récemment, effectivement, au niveau du STEA, on a relancé la campagne qui avait été faite il y a quelques années sur l'obligation du bac à graisse chez les restaurateurs parce qu'on s'est aperçu que c'était pas nécessairement appliqué partout.
Un autre point qui m'a beaucoup intéressé, c'est le pilotage du réseau. Et ça, c'est un truc sur lequel j'aimerais bien qu'on avance aussi. Qui dit pilotage dit mesure. J'imagine un volume de mesures impressionnant, notamment Oui, sur les débits. on Alors, avait on en dit qu'il y discuté, avait... on en avait discuté, effectivement. Je Ouais. me souviens très bien. Moi, j'aimerais bien avoir un contact voilà, à la cellule pilotage parce que je pense, alors entendu, c'est dépendant c'est des données de la ville de Paris et leur utilisation relève de la ville de Paris, mais je pense qu'il y a un volume de données impressionnant à exploiter, à faire ce qu'on appelle du data mining. Et j'aimerais beaucoup envisager avec la ville de Paris, par exemple, un sujet de thèse sur l'exploitation de ces données-là. Donc, je ne sais pas auprès de qui je dois faire la demande, mais surtout que je suis complètement incompétent sur cette question-là. Oh, Nada, j'ai encore dit que j'étais incompétent, mais c'est un sujet qui me semble passionnant. Il y a des températures aussi ou pas? Je ne suis pas certaine. Parce qu'honnêtement, en Suisse, ce qui nous est demandé par la réglementation, c'est-à-dire effectivement les volumes rejetés, et puis en sortie de réseau, on fait des mesures de en pollution organique, azote, phosphore, mais je pense pas qu'on est etc. Peut-être au niveau de la station dans le musée des égouts, mais Au musée honnêtement, des égouts, je pense avoir vu des températures. oui. Alors, oui. Alors, c'est amusant parce que je parle température avec une idée en tête et il y a Elisabeth qui a amené cette idée qui apparaît. Enfin, connaître la température des douches, hein, Elisabeth? Ah non, moi, c'était pas la température, c'était le nombre de douches. C'était le nombre de douches. Ah, parce que dans la réunion remue-ménage sur les traceurs, on avait parlé aussi de la température des douches, je crois. Ce qui me semble un peu Non, c'était compliqué. sur le chauffage des maisons, des logements. Est-ce que les gens chauffaient beaucoup ou pas? Ok. Elisabeth, tu voulais intervenir? Oui, mais non, en fait, c'est pas tellement le lieu. Mais c'était juste pour ton idée effectivement, de thèse et d'accès aux données que tu évoquais. La première étape, ça serait de formuler un sujet. Et ensuite, non, on les transmet donc au service de la ville et ça débloque, enfin, de fait, ça permettra de vous donner accès aux données, quoi. Mais la première étape, c'est d'abord d'avoir un projet scientifique. C'est ça que je veux dire. Ouais, mais pour ça, j'aurais besoin de davantage d'informations sur le disponible. Qu'est-ce qui est mesuré, quel volume, depuis quand? Hmm. Donc d'avoir voilà, pour imaginer un peu l'exploitation scientifique qui peut en être faite. Ok. Est-ce qu'il y a des questions qui surviennent? Une question très pratique, est-ce qu'il y a une cohérence ou une liaison entre Gaspard et Supermage d'un point de vue connexion Normalement, ils parlent entre eux. Ok. Oui. Non, mais j'ai fini mes questions pour le moment. Bonjour, moi Dalila ou Maklouf, j'avais une question sur les broyeurs chimiques. J'étais un peu surprise que enfin, je savais que c'était interdit, mais je crois qu'il y en a quand même pas mal sur Paris. Alors, que fait la ville pour mener une action en vue de soit régulariser si c'est possible ou les interdire, quoi. En fait, ils sont déjà interdits. Oui. Oui. Alors après, comme je disais, il y a des contrôles qui sont faits sur le réseau, sur les branchements, mais c'est sur signalement. Donc, si en fait ça passe inaperçu au niveau du rejet, malheureusement, les gens qui ont ce type d'appareil, ils vont rester tranquilles. Eh ben, Voilà. en fait, ça concerne Mais beaucoup c'est illégal. d'anciens hôtels qui ont été refaits à la découpe, enfin vendus à la découpe. Oui. Et la ville je pense qu'elle est au courant, hein. Je pense qu'elle est au courant, la ville, hein. Moi, j'ai Je l'impression qu'on suis parle pas sûre. d'hypocrisie, là. Je suis pas sûre que la ville soit au courant parce qu'il y a en fait, entre le moment où on envoie un architecte envoie un permis de construire et la fin du permis de construire, en général, c'est vraiment du déclaratif. L'architecte, il va vous dire qu'il va faire ça. C'est très rare qu'il y ait quelqu'un de la ville de Paris qui va aller se déplacer sur place pour vérifier que l'architecte a bien fait son travail conformément aux prescriptions. Moi, j'ai déjà vu ça à une époque, enfin, dans une vie antérieure, je travaillais à la propreté de Paris et donc je rendais des avis sur des locaux poubelles. Et j'ai déjà eu des retours d'habitants qui disaient, mais
est-ce que c'est normal ce qui a été construit sur mon immeuble? La réponse était non. C'est pas du tout ce qui était marqué dans le permis de construire. Mais du fait qu'il y a personne qui va se déplacer sur place pour vérifier la conformité entre ce qui a été annoncé et ce qui a été fait, effectivement, il y a des gens qui vont passer à travers les mailles du filet, malheureusement. Mais ça, c'est partout, c'est pas spécifique à Paris. Et qu'est-ce qui se passe quand on découvre? Eh ben, il y a une demande de mise en conformité qui est faite. Et c'est Après, possible systématiquement ou pas? normalement, oui. Alors après, le Oui. problème, c'est que l'arsenal de la ville est assez limité pour agir dans ce genre de cas. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est augmenter la redevance d'assainissement. Mais bon, la redevance d'assainissement, on voit que c'est pas des montants faramineux. Donc, il y a des gens qui vont comparer le montant des travaux et le montant de la redevance d'assainissement et qui vont se dire, ah bah, je préfère payer un peu plus cher de redevance d'assainissement plutôt que de remplacer mon système. Et puis, il y avait deux choses. Il y avait ce qu'il y a sur les toilettes même, et donc ce système de... Là. Et puis, il y a le broyeur, sur le modèle de ce qu'il y a aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, qui est dans la cuisine, dans l'évier même, où vous mettez toutes vos épluchures et vos restes carrément dedans. Ça, c'est solidement interdit. Si je réponds bien à la remarque de Guillaume. On pourrait avoir enfin, ça doit exister quelque part, les ventes à la fois des broyeurs d'évier et des sanibroyeurs C'est une bonne question. auprès des fabricants ou savoir si c'est vraiment un gros phénomène ou si c'est... Oui, si c'est un épiphénomène, parce que c'est vrai, c'est pas tellement dans les mœurs ça, en France. Parce qu'il faudrait quand même agir à la source, hein, quand même. Ben oui, Ça oui, me on est bien semble d'accord que oui, effectivement, pas il y la a un fin du travail de problème, c'est sensibilisation à déjà faire. la source. Oui. Oui, ça c'est, je pense que ça c'est un des points sur lesquels les volontaires sont revenus régulièrement, c'est de dire on n'a pas d'informations là-dessus, de dire qu'ils sont submergés d'infos sur trier, comment trier les biodéchets, le compost, ce type de choses, mais qu'il n'y a pas de petits documents qui seraient assez simples à distribuer, qu'on pourrait envoyer avec la facture d'eau, qu'on pourrait envoyer... Alors la facture d'eau, en plus, les gens ne l'ont pas forcément, mais qui serait aux âgés de copropriétaires, ou qu'on mettrait dans le journal municipal, ou qu'on mettrait en ligne. Donc ça, ça fait partie des choses auxquelles on va penser, parce que je me dis que ça fait partie d'un beau document qui pourrait sortir du projet égout. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a peut-être les estomacs qui commencent à se crisper un peu. Ah bah, il y a des gens qui nous ont lâchés déjà. Sinon, alors, Raphaël repose une question dans le chat. Oui, oui, mais ça, c'est sûr que c'est la question des WC dans le bâti ancien, hein. Ça, c'est clair, hein, que ça pose souci. Ouais. Une dernière question? Oui, moi je voudrais revenir sur, je ne sais pas si vous en m'entendez, je suis Martine Egon. Concernant les broyeurs d'évier, justement, moi dans ma copropriété, il y a un locataire qui l'utilise et on a eu beau lui dire que c'était interdit, qu'il ne fallait pas, ça lui est complètement égal. Il continue à utiliser son broyeur d'évier et mettre ses coquilles d'huîtres dans le broyeur d'évier tant qu'à faire. Donc, on est un peu démunis par rapport à ça. Et c'est vrai que si on avait déjà un document, bon, il n'y a pas que le broyeur d'évier, on a aussi des personnes qui mettent des objets dans les toilettes, enfin Ouais. du tissu, des choses comme ça, ce qui fait qu'on a des aléas sur nos canalisations. Et donc, ça serait bien d'avoir un petit document. Oui. Moi, j'aurais une autre question aussi, qui est concernant notre rôle en tant que volontaire. C'est-à-dire, j'ai pas encore une perception bien claire et nette de ce qu'on attend de nous en tant que volontaires. C'est très très sympa de nous informer. Je trouve que la présentation est très bien, la visite des égouts, c'est magnifique. Ça nous permet de mieux connaître notre environnement. Mais au-delà, on est volontaire, donc pour quelque chose. Je pense que vous avez une idée derrière la tête. On avait des idées et puis en même temps, on voulait savoir vos idées. Donc, l'idée qu'on a, c'est de vous associer d'une part pour des propositions de traceurs, de produits à suivre,
D'autre part, justement, de comprendre comment on peut communiquer sur nos résultats, sous quelle forme. Et puis, dans ce que vous nous avez dit et des suggestions que vous nous avez faites, il y avait un certain nombre de choses, dont cette sensibilisation et cette éducation qu'on n'avait pas forcément au départ, mais qui vraiment ressort beaucoup de ce que vous nous dites. Donc, tout ça, on va le reprendre le 22 mars lors de notre réunion, où là, vraiment, ça va être comment on voit, nous, votre participation, ce que les gestionnaires voient, et puis ce que vous, volontaires, vous avez vraiment envie de faire et comment. Parce que l'idée, c'est aussi de se demander, est-ce que c'est des réunions où on présente les résultats et comment? Est-ce que c'est des réunions auxquelles on se met une table pour préparer ce document de sensibilisation? Donc, tout ça, ça demande maintenant de préciser. Jérémy, je te laisse continuer. J'ai vu apparaître Nada qui veut peut-être compléter. Oui, bah, c'était juste pour dire que cette première phase, c'est une montée en compétences des volontaires avant de commencer à discuter de questions plus techniques ou scientifiques. Donc voilà, on prend le temps de vous faire découvrir les différents aspects du projet. Et puis le 22 mars, donc ce sera dédié justement à ces questions de ce que nous attendons de vous et ce que vous avez envie de faire dans le cadre du projet. D'accord, merci. Merci à vous, On, Martine. on assume pleinement dans le projet d'affiner la stratégie par co-construction avec les services de la ville, avec le SIAP, avec la STS qui est partenaire, mais aussi avec l'ensemble des citoyens avec lesquels on interagit. Donc nous, on avait nos idées au départ et puis on est en train de les faire évoluer au fur et à mesure du projet. Et c'est très bien comme ça. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Sinon, je vais à nouveau remercier Catherine et Marion. Et dire que le PowerPoint, il sera mis en ligne, bien sûr, hein. Marion, si tu veux bien le transmettre à Nada ou à toi, Jérémy, sur le site, sur la page participation citoyenne, je pense qu'on va le mettre là à disposition. Ouais. Et l'enregistrement aussi de la présentation et les questions aussi, je crois, à la fin. Ça sera en ligne très rapidement parce que Nadal fait ça de manière magique en quelques secondes. En fait, la vidéo du replay et le PowerPoint qui seront sur la page du webinaire, et puis on mettra le lien vers cette page depuis la section participants du site. Puis je vais faire comme les jeunes. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du projet. Les vidéos, elles sont sur cette chaîne YouTube. On a 5 abonnés pour le moment. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci À à très vous. vite. Merci bien et à Bonne très bientôt journée. pour la suite. Oui, à bientôt pour la suite. Merci, Au au revoir. revoir. Merci. Ouais, au revoir. Merci beaucoup, c'était super. Bonne continuation, à bientôt. Merci. Merci. Tu termines l'enregistrement, Nada?